Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir. J'ai fait mes 3 premiers jours de coworking et il est 21h16. Je viens de me réveiller d'une sieste à 21h16. Oui oui. Tout ceci explique ma tronche. Comment vous dire? Je voulais prendre la caméra parce que je voulais vous dire qu'il m'arrive très souvent d'avoir une routine pas très cadré. J'ai un rapport assez ambigu avec ça, c'est-à-dire que j'aime faire beaucoup de choses dans mes journées et mettre pas mal de trucs, du taf, de la philo, du sport, etc. Mais il y a des fois où vraiment je suis KO, je rentre du taf, j'ai juste envie de manger et de dormir et pas de renchaîner sur une séance de sport ou quoi que ce soit. Et j'avoue que il m'arrive des fois d'avoir un rythme un peu éclaté au sol. Par exemple de faire des siestes en rentrant du coworking et d'aller au sport à 22h. Et c'est vrai que d'un côté, ça m'embête de ouf. Je me dis, mais Laura, tu sais ce que t'aimes, toi, c'est aller au sport le matin, c'est aller courir après ta journée de coworking, etc. C'est te coucher à 22h30 et tout, c'est ça qui te fait du bien, tout ça. Et c'est vrai, c'est le rythme qui me convient le mieux. Mais pour être tout à fait honnête, j'arrive pas à tenir ça tout le temps, en fait. Et je me dis, le plus important, c'est de faire ce que j'ai à faire dans ma journée, de faire ce que j'ai envie et ce qui me fait du bien. Et après, l'ordre dans lequel je le fais, les circonstances dans lesquelles je le fais, je fais au mieux. Pour être honnête, j'arrive pas à être bien sur les rails tout le temps, en fait. Et là, en ce moment, je fais une sieste en rentrant du taf parce que je suis KO, etc. Et ça me saoule parce que c'est un rythme éclaté au sol. Mais de l'autre, je me dis, le plus important, c'est que tu arrives à faire ta séance et que tu sois pas fatigué en te levant le lendemain matin. D'un côté, ça me fait sentir un peu coupable et un peu nul. Je me dis, c'est un rythme éclaté au sol. De l'autre, je me dis, mais attends, Laura, t'as vu tout ce que tu fais de tes journées, détends-toi, quoi. Tu peux pas être parfaite tout le temps. L'important, c'est de faire tout ce que t'as à faire. Et puis, si ça se passe pas dans l'ordre que tu veux, c'est pas très grave, quoi. Après, j'ai un peu ce truc de me dire, ok, si c'est pour te lever à 6h30, faire ta journée et te dire non, je fais absolument pas de sieste, je me repose pas en fin d'après-midi quand je rentre du taf, être là de 20h à 22h sur mon téléphone à scroller parce que j'en peux plus et que j'attends le moment de me coucher et que je peux faire aucune activité parce que je suis cramée et que je perds 2 heures de ma journée parce que je veux absolument me lever à 6h30 et me coucher à 22h, ça n'a aucun sens en fait. Bref, voilà, c'était le petit blabla, mais en même temps je vous dis ça, mais je suis pas extrêmement persuadée par ce que je dis. Je suis un peu partagée sur ce que je dis, quoi. Je me dis, quand même, ce serait mieux si t'arrivais à pas avoir un rythme éclaté au sol comme ça, 3 ou 4 janvier, je sais pas combien on est. 3 janvier, non? Ouais, le 3 janvier, si tu pouvais avoir un bon rythme. Bref, tout ça pour dire que je vais aller à la salle avant que ça ferme et qu'on va faire une petite séance tranquille et demain je travaille pas donc c'est trop chouette. Et il y a déjà, je pense, une de mes objectifs 2024 qui va se réaliser. J'ai fait ma technique habitude de forceuse. Faut savoir que je suis une fille qui force dans la vie. Si vous n'aviez pas remarqué, je suis une forceuse. Que ce soit professionnelle, dans la vie amoureuse et dans les autres sphères de ma vie. Mon forcing, je crois, a marché puisque je vais voir avec ma supérieure pour qu'elle augmente mon contrat la semaine prochaine, que je suis trop contente. À voir dans quelle modalité, à voir si elle me met dans un coworking qui est trop loin de chez moi ou pas, à voir comment ça se passe. J'ai insisté un petit peu en mode hello, n'embauche pas quelqu'un, si tu as besoin, je suis là, il faut augmenter les heures sur mon contrat, je suis très intéressée. J'ai forcé alors que ça fait même pas 2 mois que je suis dans ce staff, j'ai forcé à mon humble habitude et je crois que ça va marcher. Les amis, je rentre du sport, j'ai fait une bête de séance, enfin une bête de séance, pas vraiment en fait, mais ça m'a bien plu quand même. J'ai couru sur tapis en mettant l'inclinaison entre 8 et 10, la vitesse entre 8 et 8.5. J'augmente soit l'inclinaison, soit la vitesse toutes les 5 minutes, deux fois à la fin un petit peu moins. Comme ça me fait un petit peu de challenge. En regardant des vidéos YouTube, j'ai regardé les dernières vidéos de Alaya, que je trouve vachement bien. Franchement, je trouve que ces vidéos sont vraiment très bien. J'adore le tournant qu'a pris sa chaîne depuis qu'elle arrive à Paris et tout. Je voulais vous montrer les vidéos que je fais pour les abdos, je vous ai dit dans ma vidéo objectif 2024 que je voulais faire des abdos 5 fois par semaine. En vrai, ça fait un moment que je fais beaucoup plus d'abdos quand je me suis remis au sport et même quelques temps après, les abdos c'était un peu ma bête noire. Je voulais pas en faire, ça me faisait trop mal. Enfin, je voulais en faire, mais chaque fois je me disais non, c'est bon, je peux pas. C'est le truc que tu fais à la fin de ta séance, t'en peux plus. Franchement, je trouvais pas la déterre de faire mes abdos. Et depuis un certain temps maintenant, j'arrive vraiment à en faire très régulièrement. Et c'est aussi parce que j'ai trouvé les bonnes vidéos. Je me fais pas mes trainings abdos toute seule. Je suis des vidéos, je trouve ça plus motivant, je fonctionne comme ça, j'adore ça. Il y a plein de contenus super sur YouTube, donc j'ai trouvé les bons contenus qui me correspondent et qui me permettent de faire des abdos très régulièrement, 5 fois par semaine, 4-5 fois. Et franchement je kiffe, je vois beaucoup plus de résultats comme ça qu'en faisant 1 ou 2 fois par semaine vidéo abdos, voire qu'une fois. Avant c'était vraiment voire 1 fois, voire 2 par semaine grand max. En gros, vu que j'ai YouTube Premium, j'ai tout un onglet téléchargement et donc il y a 3 personnes dont je suis les vidéos abdos. Les premières c'est Pamela Ref. Où elle est Pamela? Where is
Pamela. Pamela qui est là par exemple. Elle a fait plein de vidéos abdos mais franchement je les trouve vraiment super dures. J'aime bien les faire de temps en temps quand je suis vraiment en forme mais je les trouve vraiment très dures. Et avant je faisais que celles de Pamela et franchement c'était tellement dur que du coup j'en faisais pas souvent en fait. Elles sont vraiment très dures. Sinon j'ai fait les vidéos abdos de Chloé Ting qui sont super parce qu'elles sont dures. Franchement ça bosse de ouf mais elles sont plus modérées. Là il y en a une, là il y en a une. Il y en a des plus dures que d'autres là encore. Ce qui est bien c'est que en général c'est 2 exercices, après il y a une petite pause de 10 secondes et franchement ça permet vraiment de faire la diff alors que Pamela Ref elle met aucune pause, elle s'en balèque. Et les dernières vidéos que j'ai découvert c'est celles de Gaps by Brain qui sont vraiment très bien. C'est carrément genre un format qui est 45 secondes d'exercice, 15 secondes de pause, je vais vous montrer. Moi pendant cette pause je fais des abdos franchement parce que les vidéos sont, je dirais pas qu'elles sont faciles mais je dirais qu'elles sont accessibles quand même. Je fais du gainage en fait pendant ces 15 secondes de pause. Hello les amis, on est jeudi et je vais aller travailler, il est 13h, j'ai fait une petite séance piscine ce matin et là je voulais travailler chez moi mais pour changer il y a des travaux donc je vais bouger parce que franchement le bruit ambiant est absolument insupportable. Let's go, on va travailler mon cours sur le travail justement. Je pensais que c'était un cours super simple, on m'a envoyé un cours de 23 pages sur le travail, je me suis dit oh calme ça va être super simple, ça va être rapide et tout. MDR, le cours est hyper compliqué, la dialectique de la maîtrise et la servitude d'Hegel. Déjà Hegel tout court à chaque fois cet auteur je le zappe parce que je sais que ça va me prendre la tête inutilement, enfin inutilement dans le sens où j'ai pas nécessairement besoin de Hegel pour faire des bonnes dissertations. Est-ce que j'ai déjà réussi à faire une bonne dissertation, ça c'est une autre question, donc qui suis-je pour parler? Mais à chaque fois c'est beaucoup trop compliqué et ça demande vraiment des capacités intellectuelles assez élevées que je ne suis pas sûre d'avoir pour comprendre ce qu'il raconte. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K, tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision, and you can be... Hello les amis, je suis rentrée du coworking et bah j'ai pas trop mal travaillé, franchement je suis contente. Je suis restée 3 heures assise, je pense que j'ai travaillé 2h30 avec les petites pauses téléphone. J'ai continué mon cours sur le travail qui est absolument indigeste. Genre vraiment faut pas que je m'amuse à essayer de travailler des trucs indigestes. Genre j'ai tout un tas de trucs que je connais à peu près ou que j'ai fait moi-même donc que j'ai assimilé, pas que je m'amuse à faire trop des trucs difficiles et qui me plaisent pas parce que enfin c'est tellement indigeste que ça en vient assez désagréable à travailler. Là je vous avoue que je suis à l'étape de la mémorisation. L'année dernière j'avais commencé beaucoup plus tard, j'avais commencé en février, enfin mi-janvier mais pas très assidûment, et février j'avais fait de la mémorisation tout février. La grecque c'était tout début mars, c'était la 2e semaine de mars. Bref j'avais vraiment entamé la mémorisation à haute intensité de février jusqu'à mars et franchement c'était hallucinant ce que je me mettais dans la tronche en termes de durée de travail. Je sais pas comment j'ai réussi à enregistrer des trucs. En tout cas ouais, ce que je voulais dire c'est que l'étape de la mémorisation c'est à la fois la plus satisfaisante pour moi parce que t'arrives en fin du processus. Donc avant t'as fait toutes tes recherches etc, ça t'a pris beaucoup de temps, t'as peut-être retravaillé un peu ton cours et là tu arrives enfin à l'étape de la mémorisation qui est l'étape finale. Donc ça c'est chouette. De l'autre c'est la plus difficile intellectuellement, je trouve que c'est celle qui prend le plus d'énergie et qui est un peu désagréable dans le sens où je sais pas que vous mais moi quand je fais des recherches etc le temps passe beaucoup plus vite. D'un côté c'est stressant les recherches parce que t'es au tout début du processus, t'as l'impression que ça s'arrête jamais et que plus tu fais des recherches plus tu te découvres ignorant sur le sujet, mais en même temps le temps passe très vite et c'est très stimulant. Ouais intellectuellement c'est moins difficile je trouve que l'étape de la mémorisation qui est vraiment pas une étape facile. Je sais pas vous comment vous procédez, je pense que ceux qui ont le concours en assez peu de temps ont des très bonnes facultés de mémoire.
parce que moi, je vais pas me plaindre, mais voilà, il faut que je repasse sur le cours plusieurs fois, quoi. Je vais lire un cours 1 ou 2 fois, je vais pas retenir. Faut vraiment que je le travaille plusieurs fois, etc. Je sais pas vous comment vous procédez, c'est vraiment, je pense qu'on est vraiment très inégaux en faculté de mémorisation. J'ai l'impression que c'est aussi un peu un muscle et que j'ai l'impression que plus je travaille, plus je m'exerce à mémoriser, plus après je mémorise facilement. C'est-à-dire que j'ai des facultés de mémorisation qui sont bien moindres que celles que j'aurais, je sais pas, le 10 mars avant le concours, quoi. Enfin, normalement. Si j'ai pas craqué entre temps, si je suis pas devenue folle, si j'ai pas sombré dans la folie. Donc ouais, ça prend pas mal d'espace dans la tête tout ça. Je voulais vous parler de quelque chose dans tout ce blabla concours. Je suis désolée, hein, ça va être très concours focus jusqu'au 13 mars. Après on fera peut-être des trucs plus fun. Après on fera les oraux. J'avoue que j'ai même pas trop l'envie de faire autre chose, quoi. J'ai l'esprit très préoccupé par le concours et là ça va faire que s'empirer jusqu'au concours. Je vais vous parler que de ça. Ah, vous allez me supporter, hein. Vous allez m'encourager, j'espère. Il y a un sujet qui me tracasse depuis quelques temps, je vous en avais déjà parlé un peu dans une FAQ que j'ai fait il y a un moment quand même. Je pense que dans la vie, il faut être capable de déterminer ses qualités, mais aussi déterminer ses défauts et voir si on veut les travailler ou pas, et voir si on veut faire quelque chose ou pas quand on a déterminé ses défauts. J'ai des défauts, je sais pas, je suis impulsive par exemple, je prends de la place, j'aime qu'on me remarque, sinon je ferais pas des vidéos sur YouTube. Mais j'ai un autre défaut, c'est que je suis une très mauvaise amie. Et oui, il faut admettre que je suis une mauvaise amie. Alors autant je suis une bonne copine, je pense. Je fais trop la pique-me. Ouh les garçons, je suis une bonne copine. Choisissez-moi. Mes DM sont open. Meuf insupportable. Moi je pense que je suis pas une bonne amie. J'ai beaucoup apporté en amour, j'ai beaucoup à apporter. Mais en amitié, je suis une merde en fait. Enfin, faut être honnête, au bout d'un moment, genre, je fais pas d'efforts, je suis pas une bonne amie. Alors je me pose pas mal de questions sur le sujet. Je me pose plusieurs questions. Est-ce que je suis pas une bonne amie? C'est-à-dire que bah en fait, je vois quasiment jamais mes amis parce que je prends jamais le temps en fait. Je vais pas dire j'ai pas le temps, enfin genre j'ai le temps où je le mets, j'ai du temps pour faire du sport 2 fois par jour des fois. Mais je prends pas le temps d'aller voir mes amis. Je préfère très souvent être seule. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'avais du temps, je pense que je le consacrais pour faire une rencontre probablement amoureuse et pas pour entretenir mes amitiés. J'ai quelques amis à qui je parle régulièrement, mais c'est virtuel en fait, c'est des vocaux comme je vous disais dans la dernière vidéo. Alors je pense que quand même ces deux personnes-là, je les aime beaucoup, donc si elles habitaient genre à côté de chez moi et qu'on pouvait se voir, on se verrait. Vraiment, j'en suis même persuadée. Mais je suis pas quelqu'un qui entretient ses amitiés, vraiment. Je suis pas une bonne amie quoi. Je fais l'effort d'essayer de venir aux anniversaires, mais en fait vraiment, si je suis honnête avec moi, ça me coûte parce que ça me prend souvent du temps, parce que souvent c'est pas à côté de chez moi, parce que souvent j'ai vraiment la flemme d'y aller avant. Je me fais un peu violence en mode bon allez vas-y tu vas y aller et tout, arrête un peu tes conneries. Je sais pas pourquoi, parce que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'amis au lycée, genre beaucoup d'amis, et j'ai switché, genre je pense avant le Covid, pendant la période du Covid, j'ai switché, devenue une meuf très concentrée sur elle-même en fait. À l'inverse, quand j'étais au lycée et début de fac, mes amis c'était toute ma vie, j'avais la sociabilité la plus remplie de France, je faisais tout avec mes amis tout le temps, toute ma vie tournait autour de mes amis. Je pense que je n'existais plus et qu'il y avait que mes amis. Tout ce qui comptait dans ma vie c'était d'être appréciée par mes amis. S'il m'arrivait de m'embrouiller avec quelqu'un, c'était la fin du monde. J'avais trop peur de leur jugement, s'ils pouvaient me juger quelque chose que j'avais fait comme mal ou être en désaccord avec moi ou pire en conflit, c'était la pire chose du monde qui pouvait m'arriver. Genre vraiment j'ai l'impression de tomber dans un trou noir. Il y a un moment où j'ai switché et je sais pas ce qui s'est passé, mais depuis l'amitié, vraiment dans l'échelle de mes valeurs, c'est arrivé tout en dessous. Et j'ai un peu honte hein, parce que en fait, l'amitié c'est valorisé par tout le monde en fait. Mais il y a personne qui va te dire non je kiffe pas avoir d'amis, tu vois. Autant il y a des gens qui peuvent te dire non je kiffe vraiment être célibataire, j'en ai rien à foutre de l'amour, vive le célibat. Autant personne va te dire non je m'en fous d'avoir des amis quoi. Moi j'entretiens pas mes amitiés. Je vais pas faire d'efforts pour voir quelqu'un, je vais pas envoyer de message pour prendre de nouvelles. Et j'ai perdu plein d'amis comme ça avec qui j'ai plus du tout de contact, mais pas du tout parce que j'ai quelque chose contre eux ou quoi que ce soit. Je me trouve chelou des fois. Je me dis mais c'est bizarre quand même ce que tu fais. J'arrive pas à savoir pourquoi, comment, et en fait ça me manque pas, si je suis tout à fait honnête, ça ne me manque pas. Je me sens pas seule, je me suis sentie très seule avant, mais là je me sens pas seule du tout, je me sens très bien. Mais par exemple, vous allez jamais me voir en terrasse, aller boire un verre avec quelqu'un. Des amis qui me proposent souvent, viens me voir à telle ville, viens me voir à tel endroit, viens me voir à tel endroit. J'y vais jamais en fait. Alors est-ce que vraiment le fait que je sois en période de concours, etc., ça joue? Je sais pas, je pense. Mais il y a des gens qui arrivent à préparer les concours et avoir une sociabilité bien épanouie. Donc je sais pas. Je me pose des questions et je me dis la question, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose en fait? Est-ce qu'il faut que je modifie ça? Est-ce qu'un jour je vais regretter? Je sais pas. Je me sens bien avec moi-même quand même. Je sais pas, c'est très étrange hein. C'est très étrange alors que honnêtement, si je rencontrais quelqu'un, un homme par exemple,
qui m'aimerait, qui voudrait sortir avec moi, eh bien je pense que j'arriverai très bien à dégager 2 soirs par semaine pour le voir quoi. Bon, on passerait peut-être pas 4 heures à regarder une série Netflix et ceci et cela, mais je pense que je pourrais très bien dégager 1 ou 2 soirs par semaine pour le voir, et je serais pas capable de faire ça pour un pote ou une pote. Je suis chelou quand même. Alors que les mecs ils me mettent misère en plus. Bon, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Parce que là je m'interroge, hein. Je me pose des vraies questions. Vous voulez connaître un autre de mes défauts? C'est que je suis une merde en cuisine. Je déteste ça. Et du coup, je mange très souvent des plats picards. Papa, ne me déshérite pas si tu vois ça, je suis désolée, d'accord? On peut pas être bon partout, ok? Je suis vraiment une sombre merde en cuisine et je ne fais aucun effort parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, c'est même pas... J'ai même pas l'excuse de j'ai pas le temps ou je sais pas quoi. Je ne supporte pas ça. Et donc je me retrouve à manger soit des gnocchis, soit des plats picards, soit en vrai je me fais des salades, mais genre des salades avec des carottes râpées qui sont déjà... que j'achète déjà comme ça. J'ai honte, ok? Vous me voyez jamais, je montre jamais ce que je mange. Sauf mon petit déj parce qu'il a à peu près une gueule, on dirait un peu que je cuisine. Vous me voyez jamais en train de manger ou je vous montre jamais ce que je mange parce que c'est trop la honte. C'est trop la honte, je fais aucun effort. Genre vraiment, je déteste ça. Bref, voilà. Maintenant j'ai mangé mes pâtes aux crevettes que j'ai payé un SMIC et tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. De manière, je m'en fiche. Et que moi qui les mange mes pâtes aux crevettes et personne d'autre. D'abord. Franchement, je vous jure, c'est bon, hein. Et c'est sain, faut pas croire. À Picard, il y a tout. Il y a des compos hyper saines et tout. Il suffit juste de regarder. On a la patinoire, à savoir que je pense que je vais pas pouvoir filmer parce qu'ils disent qu'on n'a pas le droit. Ring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. I don't know. And I can't change. Even if I tried, even if I wanted to. And I can't change. Even if I tried. Gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Bon, eh bien, je suis prête. J'aime trop mon petit outfit, je vais vous montrer. Ça, c'est un haut que j'ai depuis des années. Et j'ai retrouvé une photo de moi qui est datée de 2018 ou 2019 où je portais ce haut. Je vais vous montrer à l'écran. J'ai pas du tout la même tronche. J'ai genre 15 kilos en plus et ça se voit. Bon bref, je vais aller au café et je vais aller à la librairie. J'ai un livre d'Annie Ernaux que j'ai absolument envie de lire. Donc voilà, mais je vais déjà aller au café parce que parce que j'ai envie de sortir de chez moi. Voilà, il n'y a pas trop d'excuses. Hop. Bon, je vais mettre avec des talons, mais j'aime trop ce petit haut. Ça fait genre une décennie que je l'ai. Il est archi beau. Bon, une décennie j'abuse, mais au moins 5 ans. Et pantalon de costume. Bon, j'ai fait simple, mais ça fera l'affaire. 8h27. Le ciel bleu rend presque l'hôpital joli. Presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi. Une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps. Une pilule, puis voilà. La honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira. Mais c'est trop tôt pour ça. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah oui. Bah qu'est-ce que tu fais là? Tu t'as mis sur le paillasson. Oui, tu es majestueux toi aussi. Oh bah oui. Oh, tu es très beau. Tu es très très beau. Petit chat. Il est tout doux en plus. Tu es tout doux. Bah oui.
Bon les amis, c'est l'heure de faire quelques roco culture. J'adore ces moments-là où je vous parle de trucs de culture que j'adore, enfin de mon monde quoi, des choses que j'aime. Et c'est vraiment pour ça que je veux commencer ma chaîne YouTube, c'est pour raconter à des gens les choses que j'aime. Parce que finalement j'aime plein de choses en fait. Et surtout que vous me renvoyez en retour vos recos à vous aussi. D'ailleurs ça me fait penser qu'on m'envoyait des trucs où je prenne mon téléphone. J'aime tellement quand vous partagez mes centres d'intérêt, que surtout vous m'envoyez votre roco culture, enfin les choses que vous aimez en retour, parce que je découvre plein de choses. J'ai lu dernièrement, je vous l'avais présenté dans une vidéo Passion simple de Annie Ernaux qui est absolument extraordinaire. Il est très court franchement. En ce moment je suis vraiment team livre court parce que vu que j'ai pas trop le temps de lire, que je lis 20 minutes le soir, des fois un quart d'heure, grand max une demi-heure, je me lance pas dans des gros livres parce que ça me déprime. Et donc je me lance dans des petits romans et franchement ça m'a réconcilié avec la littérature. Franchement réconcilié, enfin j'ai jamais été très fâchée, mais juste pour mon année de prépa grecque j'ai quasiment pas lu quoi. J'ai relu des romans quand vraiment la prépa grecque ça s'est arrêté. J'ai relu cet été, j'avais vraiment pas mal lu cet été pendant une période, ça m'a vraiment fait du bien. Des fois je me dis, enfin j'ai vu qu'il y a pas mal de profs de philo qui deviennent contractuels en français. Des fois je me dis, franchement si le projet de la thèse ça fonctionne pas, si je deviendrais pas contractuel en français, bon alors j'aurais une grosse remise à niveau à faire, mais j'adore la littérature et ce qui dérange un petit peu c'est que entre être prof au collège et être prof au lycée devant une classe de HLP il y a un monde. C'est-à-dire qu'au collège tu passes plus de temps à gueuler sur les élèves, à leur reprendre les rudiments de l'orthographe que leur parler de littérature, mais franchement c'est vrai que pourquoi pas tu vois, c'est pas un truc que je me ferme dans ma vie d'enseigner le français. Alors après vraiment désolé à toutes les profs de français qui ont vraiment fait des études poussées dans la littérature et qui doivent se dire mais elle est folle celle-là, mais c'est vrai que maintenant ils embauchent en tant que prof de français contractuel pas mal de profs de philo et ça me demanderait une très grosse remise à niveau hein. Je suis pas en train du tout de dire que j'ai le niveau pour enseigner, et disons que ce qui est enseigné à des élèves, sachant qu'il n'y a même pas de terminale en français, que ce soit des premières, des secondes ou du collège, je pense que c'est un niveau que je peux atteindre. Pour passer par contre le concours de prof français je serais extrêmement embêtée. Donc je voulais vous parler oui, donc de Passion simple que j'ai adoré, donc c'est Annie Ernaux qui raconte la relation très passionnelle, passion simple, qu'elle a eu avec un homme marié, et franchement c'est extrêmement bien fait. Enfin, souvent dans les romans d'amour il y a le côté de la peine qui ressort énormément, de la peine ressentie, parce que c'est une histoire d'amour qui se termine pas bien et machin, ou qui passe par beaucoup d'embûches, et dans les passions souvent ce qui en ressort c'est très souvent la peine que l'on a ressentie, et elle vraiment elle se concentre sur la passion elle-même, pas sur toutes les émotions probablement très négatives qu'elle a dû ressentir, sur les effets de la passion sur son comportement quoi, les comportements qu'elle a eu absolument zinzin, enfin comme toute personne qui éprouve de l'amour passionné, vraiment irrationnel d'un point de vue extérieur, qu'elle a eu en tant que femme amoureuse, en tant que femme qui vit une passion amoureuse. Par exemple, elle disait que vraiment toute sa vie tournait autour de cet homme, toute sa vie qu'elle avait vraiment plus de centre d'intérêt et que toutes les choses qui l'intéressaient étaient liées à cet homme quoi, au centre d'intérêt de cet homme, à la vie de cet homme, etc. Enfin, c'est vraiment très bien écrit. J'ai appris en lisant Passion simple qu'elle avait écrit un autre roman qui d'ailleurs je crois est plus ancien ou plus récent, je sais pas. En tout cas, prix Nobel de littérature 2022, donc il doit être assez récent celui-là, donc je suppose que c'est celui-là le plus ancien. Bah apparemment c'est une forme de journal où elle écrit sur la passion qu'elle a vécue avec cet homme. C'est marrant parce que moi, qui avais écrit une relation passionnée, j'avais aussi ouvert un fichier page pour être honnête, où j'écrivais quand ça allait vraiment pas dans cette relation. Bon, et j'ai écrit quelques temps. J'ai quand même 7 ou 8 pages de fichier page où j'écris que c'est dur, mais que je l'aime trop. Mais du coup, ouais, ça parle aussi de sa passion amoureuse, mais ça a l'air... Là c'est rétrospectif, elle écrit après, c'est-à-dire qu'elle a vraiment du recul sur sa passion amoureuse. Là par contre ça a l'air d'être in situ, ça a l'air d'être écrit pendant la passion, ça a vraiment l'air d'être un journal écrit pendant la passion. Donc c'est vraiment important d'écrire, mais d'un côté quand tu te relis après t'as honte, alors que c'est justement limite l'écriture, plus elle est honteuse, plus elle rentre dans ton intimité, plus elle rentre dans vraiment dans ce qui fait ta singularité, et c'est là qu'elle est le plus intéressante, et c'est là qu'on se reconnaît. Et d'ailleurs elle explique avoir eu honte quand elle a publié Passion simple, de se dire est-ce qu'on va me juger sur les comportements que j'ai eu. Enfin je trouve qu'il y a un processus d'identification d'autant plus fort que tu détailles des comportements qu'on pourrait juger assez étranges, desquels on a honte. Je voulais vous parler d'un autre livre, mais vraiment je l'ai lu il y a hyper longtemps, mais je voulais absolument en parler. Je pense que la plupart des gens le connaissent. Enfin, je trouve ça un peu nul de dire ça parce que moi quand les profs disaient ça à la fac, je connaissais jamais le livre en question. Mais c'est Le poids des apparences de Amadieu. C'est un très grand livre de sociologie, je n'ai quasiment jamais lu de sociologie. C'est extrêmement accessible, c'est tout à fait accessible, pas besoin d'avoir un bagage sociologique pour le lire. C'est un très bon livre et très utile. C'est vraiment un classique de la sociologie. Il y a plusieurs aspects dans ce livre, mais l'aspect qui m'a le plus marqué, donc c'est comment le fait d'être jugé comme beau ou de ne pas l'être d'après les standards va influencer les
les opportunités, les possibilités de ta vie, que tu es en mesure d'obtenir dans ta vie. Comment être beau ou ne pas être beau influe ton destin. Et il y a des passages qui m'ont particulièrement marqué, mais j'ai lu ça il y a longtemps, que par exemple quand tu es une femme, alors évidemment c'est très ciblé sur les femmes, puisque s'il y a bien un type d'individu, en tout cas une partie du genre humain qui est particulièrement concernée par cet enjeu de beauté, c'est les femmes, puisqu'on nous juge à majorité sur notre apparence physique. Et donc ça explique que quand tu viens d'une catégorie sociale basse, si tu as un capital scolaire élevé, c'est-à-dire si tu as fait des grandes études et si en plus tu es belle, tu as vraiment une grande chance de faire un mariage avec un homme qui est d'un échelon social bien plus évolué que le tien, c'est-à-dire d'avoir un processus d'ascenseur social, de devenir une transfuge. Par contre, si tu as juste fait des longues études et que tu n'es pas spécialement belle selon les critères de la société, bah tu épouseras quelqu'un d'une classe sociale inférieure. Enfin inférieure. Peut-être supérieure à la tienne, mais inférieure à celle que tu aurais pu avoir si tu avais été belle. Tout un tas de choses comme ça, mais c'est de la sociologie, donc c'est scientifique, hein, avec des études, etc. Ça parle aussi de l'impact de la beauté dans les processus de recrutement, mais à quel point la beauté en fait est discriminante et vraiment influe sur les perspectives de vie que l'on peut avoir. Pour un rendez-vous sans lendemain, pour une aventure sexuelle, les apparences peuvent être inégales, c'est-à-dire les apparences, la beauté. Cette situation en revanche est rare lorsque le couple est durable. Les inégalités de capitaux de séduction condamnent en général le couple. Il faut un capital de séduction des deux partenaires équivalents dans le couple. Les couples mariés sont composés de conjoints dont la beauté est comparable. Il est évident que le statut social, la puissance ou la richesse viennent contrebalancer l'inégalité physique. Ce que c'est en train de dire, vous êtes probablement en train de comprendre ce que le livre raconte, mais j'ai besoin d'expliquer, d'accord? Ça va être mon métier. Donc j'explique ce que raconte le livre. En gros, si les deux partenaires ne sont pas égaux physiquement, il y en a un plus beau que l'autre, cela peut par contre être contrebalancé par le fait d'avoir des revenus plus élevés, enfin une richesse plus élevée, ou de devenir, je sais pas, une classe sociale plus élevée, bon c'est souvent corrélé, ou d'avoir un poste à responsabilité, un poste d'autorité. Les femmes séduisantes ont plus de chances de réaliser un beau mariage. Un homme ayant une belle femme sera perçu par les autres comme plus intelligent et plus sympathique. Si l'origine sociale et les diplômes restent les critères les plus importants pour faire un beau mariage, il est certain que le capital esthétique constitue un apport souhaitable, souvent non négligeable, compte tenu des souhaits des hommes en la matière. Je voulais, pour terminer, j'ai une abonnée YouTube, si je peux me permettre de parler comme ça, qui m'a envoyé des peintures, des œuvres d'artistes contemporains. Alors par contemporain, j'entends là pour le coup vivants, qui sont absolument magnifiques. Et je vous mettrai ça à l'écran. Vraiment, elle m'a envoyé des super artistes. Je vous mettrai ceux qui sont actifs sur Instagram. Vraiment des œuvres d'artistes vivants qui font des peintures absolument magnifiques et qui publient un peu sur Instagram. Et pour terminer ces recos, je vais vous partager une musique que aussi une abonnée m'a envoyée. Vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous m'envoyez, parce que franchement je consomme tout ce que vous m'envoyez, hein. Ça fait partie maintenant de mon répertoire culturel, hein. Je me le suis approprié. C'est une musique classique que je trouve absolument extraordinaire, c'est-à-dire que depuis qu'elle me l'a envoyée, je l'écoute 3 fois par jour. Et ça fait un moment qu'elle me l'a envoyée, hein. Je suis accro. Je vous laisse écouter, c'est incroyable. D'ailleurs je vous l'ai déjà mis dans les vidéos, parce que franchement elle est magnifique. Elle est courte mais d'une beauté incommensurable.